Alors bonjour à tous, merci d'être présent pour cette vidéo. Aujourd'hui, il nous tenait à cœur de présenter l'un de nos fournisseurs, super local en plus, Grégory Deschmaker, qui est là, ici présent, qui va nous parler d'un produit que j'ai juste là à ma gauche, qui est en rapport avec la basse vision. Voilà, il était important pour nous de mettre en lumière ce produit, à la fois parce qu'il est super utile, une aide technique qui peut être forcément indispensable pour les gens qui ont des problèmes de vue, et aussi parce que sa production est super locale, ce qui est quand même assez rare dans ce secteur-là. Et donc voilà, on est ravis d'accueillir Grégory. Est-ce que tu peux commencer peut-être à te présenter rapidement, et puis aussi nous dire comment finalement on s'est connus. Oui, tout à fait. Alors bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Grégory Deschmaker, je suis donc de la région lilloise, entrepreneur depuis pas mal d'années. Et on s'est rencontrés quand je suis venu te présenter du coup cet appareil que j'ai développé. Donc je l'ai développé moi pour mon papa à l'origine, atteint de DMLA, et en tant que fils d'une personne en difficulté visuelle, je me suis senti un petit peu démuni face à lui, face à l'offre sur le marché, à chercher des solutions pour l'aider. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était très très difficile de trouver un appareil, et que les quelques solutions certes très efficaces qui existaient en fait coûtaient une fortune et étaient inaccessibles. Donc je me suis mis en quête en fait de lui trouver quelque chose, et à force de chercher chez les opticiens, sur internet, à l'étranger, en Chine par exemple, parce que moi je suis spécialiste normalement dans les achats chinois, je me suis rendu compte que je trouvais pas ce que je cherchais. Donc j'ai voulu le fabriquer moi-même, d'où la naissance de Teyascope. D'accord. En fait, est-ce que c'est toi qui as diagnostiqué, enfin ton père avait fait toute la démarche de diagnostic, il avait été diagnostiqué comme étant atteint d'une DMLA, enfin tout ça a été clair dans ton esprit Alors clair et pas clair, c'est-à-dire qu'effectivement papa avait été diagnostiqué DMLA depuis plusieurs années, je vais te dire 6-7 ans sans trop me tromper, mais en fait j'avais jamais compris ce qu'était sa maladie, donc il m'en avait parlé. Et à chaque fois, il me disait, là, je vais aller faire des piqûres chez mon ophtalmo, là, j'ai la DMLA, mais je vois rien. Et puis, je me disais, c'est tout. En fait, il est suivi, il y a un médecin qui le suit, il y a des ophtalmos, il y a des opticiens, donc c'est tout. Et donc, ça m'a pris quand même pas mal d'années pour me rendre compte un jour chez lui, en discutant, où là, il dit, mais je vois rien. Je fais, mais quoi, tu vois rien? Il fait, oui, j'ai la DMLA. Je fais, mais attends, en fait, c'est quoi la DMLA? D'accord, ça a mis autant de temps. Ça a mis autant de temps parce que il m'en parlait comme quelque chose de naturel, mais donc j'étais persuadé qu'il était pris en charge et j'avais pas pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur sa vie au quotidien. Et donc quand j'ai commencé à m'en inquiéter, je me suis rendu compte effectivement que c'était très compliqué. Alors il faut aussi relativiser, j'ai mis du temps aussi parce que je n'habitais pas en France à l'époque. Donc j'aurais été au quotidien avec lui, j'aurais peut-être pris beaucoup plus conscience. Mais là, c'est vrai que c'est à mon retour de Chine, après avoir été expatrié pendant 10 ans là-bas, que j'ai pris conscience effectivement que mon père était seul face à sa maladie. D'accord, ok. C'est au contact de ton père que tu t'es dit que finalement, déjà t'as pris conscience de sa maladie, de son handicap en fait, vraiment, du coup, de ce qu'il était plus capable de faire aussi au quotidien, j'imagine. Voilà. Donc, est-ce que c'est lui qui s'est plaint? Est-ce que c'est lui qui a évoqué le fait que sur le marché tout était trop cher ou pas assez, ou est-ce qu'il avait déjà cherché, creusé Non, justement. Donc, du coup, il n'avait pas cherché. Donc, quand j'ai pris conscience du handicap, j'ai voulu l'emmener tout simplement chez des opticiens à basse vision pour voir ce qui pouvait exister. Donc on a été voir une enseigne bien connue, pour ne pas la nommer, chez qui on a eu un très bon accueil. Il nous a présenté des tas de téléagrandisseurs parce que c'est le nom de ce type de solution. Il nous a présenté des loupes électroniques, il nous a présenté des caméras, et l'accueil était très très bien. Mais au bout d'un moment, je trouvais que papa avait du mal à manipuler les appareils. Il y avait beaucoup de boutons. On parlait même pas de prix encore là pour l'instant, même dans l'usage. Avant même de parler de prix, je trouvais déjà que l'expérience utilisateur pour lui n'était pas significative. Voilà. Et ensuite, effectivement, on a parlé de prix. Et là, j'ai trouvé que l'offre était en fait trop onéreuse par rapport au bénéfice, à l'usage.
Après, voilà, c'est une offre qui permet de retrouver la vue, donc à un moment donné, certaines personnes sont prêtes à mettre ces sommes-là, mais en l'occurrence, moi je trouvais que par rapport à son besoin, il n'allait pas pouvoir utiliser à la hauteur de la technologie qui était proposée, parce qu'il y avait trop de boutons, parce qu'il n'y arrivait pas, parce que les menus étaient compliqués à accéder. Donc c'est pour ça que je lui ai dit je vais trouver autre chose en fait. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qu'il a évoqué avec toi? Enfin, lui aussi s'est senti frustré à l'usage, ou c'est toi qui était assez exigeant finalement et tu t'es dit mais non mais en fait ce qui existe là sur le marché c'est pas suffisant il était frustré mais à un moment donné il était prêt à faire le chèque en disant de toute façon j'ai pas le choix, j'ai que ça. Et c'est moi qui lui ai dit attends papa, je pense que c'est pas une fatalité. Je ne suis pas certain qu'aller débourser 3 500 € ou 5 000 € pour un appareil dont tu n'es pas satisfait soit la bonne solution. Donc laisse-moi le temps de voir si je peux trouver autre chose. Ok, alors raconte justement, tu rentres chez toi, donc là tu es en activité, hein, on rappelle, tu reviens dans le nord de la France, donc toujours pour ton activité, mais je veux dire tu as un métier. Voilà, donc j'étais rentré depuis quelques années en France, effectivement, et j'avais développé une société de conseil en import-export spécialisée dans les achats en Chine. Okay. Donc je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, la semaine prochaine je vais en Chine, c'est l'occasion pour moi d'aller fouiller dans toutes les usines, dans toutes les foires que je peux fréquenter, voir si je trouve un appareil qui répond à ton besoin et que tu payeras fatalement un tiers du prix. Ok, mais tu étais plutôt serein sur le fait de trouver... je pensais que j'allais trouver. Je pensais revenir avec un appareil. Okay. Et d'ailleurs, je ne suis pas revenu avec un appareil, je suis revenu avec des dizaines d'appareils. Des caméras, des loupes, j'ai ramené tout ce que je trouvais. Okay. Et donc, on a commencé à les essayer. Et à chaque fois, il était content, mais il y avait toujours un petit quelque chose qui faisait que ça n'allait pas. Soit c'était des appareils qui n'étaient pas spécialisés basse vision, des caméras qu'il fallait brancher sur l'ordinateur, du coup. Ouais. Ça veut dire que pour quelqu'un qui ne voit pas clair, il faut lancer Windows, il faut accéder à un programme, faire des réglages. Donc on oublie, soit des appareils qui n'étaient pas structurés pour positionner à la bonne hauteur au-dessus du livre aussi, soit toujours trop de boutons, soit des écrans microscopiques. J'ai trouvé des tas de loupes électroniques, tu sais, de la taille d'un téléphone portable. Pour lire, c'est vraiment pas confortable, quoi. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'un taux d'agrandissement important, tu te retrouves à agrandir 3 lettres à l'écran et donc c'est incapable interminable. Voilà. Mais en même temps, en Chine, tu n'as pas trouvé de produit fini comme étant un produit fini, je veux dire une innovation que tu aurais pu importer, un produit fini en fait, voilà, j'ai pas trouvé. Je sais pas, aux États-Unis. Je l'ai pas trouvé. Tu l'as pas trouvé. Donc il n'existait pas de produit adapté tel quel à ton père. Voilà. Ok. Donc tout de suite, tu t'es dit, d'ailleurs, il va falloir bricoler un truc. Donc je me suis dit, il va falloir bricoler un truc. Alors ça, on va dire, c'est ma deuxième casquette. Hein. Je suis bricoleur dans l'âme. J'aime bien chercher, j'aime bien dessiner des choses. Donc je me suis dit que ça devait pas être non plus infaisable pour moi, donc j'ai commencé à lui bricoler quelque chose qui était honnêtement avec de l'électronique et du carton. Ça ressemblait à rien de tout ça. La première version, c'était une boîte en carton dans laquelle j'ai mis un écran, dans lequel j'ai fixé une caméra avec du Lego comme bras. Enfin, je l'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main pour déjà vérifier une faisabilité technique de l'appareil. Et là, à ma grande surprise, il était satisfait. L'appareil lui plaisait. La simplicité lui plaisait et donc c'est là où j'ai décidé de le développer un peu plus et de lui faire quelque chose de vraiment utilisable et donc là naturellement en fait j'ai commencé à le faire en impression 3D. Okay. Parce que en bricolant chez moi pour lui je ne pouvais pas lancer une production. Évidemment. Donc je venais d'acheter l'imprimante 3D parce que je commençais à m'intéresser à cette technologie sans trop y connaître grand chose. Okay. Et donc j'ai commencé effectivement à lui imprimer son appareil avec ce que j'avais pour pouvoir essayer de le faire fonctionner. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà derrière la tête une volonté de produire, de proposer un nouveau produit au marché, où là tu étais toujours dans une perspective de proposer une solution à ton père et puis basta. Alors quand j'ai commencé à lui imprimer en 3D, je m'étais rendu compte qu'effectivement ça répondait à son besoin et je me suis dit si lui a besoin et n'a pas trouvé, effectivement il doit y avoir un marché. J'en étais sur ce postulat de départ. J'avais pas encore lancé d'études de marché, mais j'en étais déjà sur ce postulat.
Et donc j'ai d'abord essayé de le prototyper pour lui pour m'assurer déjà d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel. Une fois que lui avait son appareil fonctionnel sur ma première version d'impression 3D, là effectivement j'ai lancé une étude de marché, j'ai commencé à me pencher beaucoup plus sur le problème général de la DMLA. Il faut savoir que tu as quand même 1 million, 1,2 million, suivant les chiffres, de personnes atteintes de DMLA en France. Okay. Si tu extrapoles sur l'Europe, on frôle les 25 millions. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un petit marché. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais commencé à contacter quand même les différents fabricants ou les différents revendeurs d'appareils de téléagrandisseurs, et on me parlait d'une niche. Ouais. Ça m'a choqué, si tu veux. Quand il y a 1,2 million de personnes, quand il y a 25 millions, on n'est pas sur une niche. Et qu'une population vieillit aussi. Voilà, et que la population vieillit, c'est-à-dire que dans les 10 prochaines années, cette population va atteindre 40 millions en Europe. Mais tu avais forcément en tête de ne t'adresser qu'à la DMLA, parce que en fait la DMLA dans la basse vision c'est une partie de... Enfin, je veux dire, il y a plein de pathologies visuelles. Là, tu voulais vraiment t'adresser que aux personnes atteintes de DMLA, ou tu t'es dit mais en fait ça peut être pratique pour plein de gens, je sais pas, des gens qui ont des glaucomes, je sais pas d'ailleurs on y viendra, à quelle pathologie ça peut répondre. Oui, tout à fait. Alors effectivement, à l'origine, c'était certes pour la DMLA de papa, ouais. Mais très vite, quand j'ai voulu le développer pour en faire un produit commercial, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement énormément d'autres pathologies visuelles. Tu as mentionné le glaucome, tu as la cataracte, tu as les personnes atteintes de diabète qui ont la vue aussi qui est touchée. Tu peux avoir des enfants, tu as des enfants qui naissent avec une basse vision et donc qui sont condamnés à avoir des appareils toute leur vie, mais dès leur plus jeune âge. Ouais. Tu as très simplement, tu as la presbytie. Ouais. Et en fait, effectivement, j'ai des gens dans mon entourage qui, étant presbytes, l'utilisent. Alors pas comme quelqu'un atteint de DMLA ou de réelle basse vision, mais pour faire de la broderie, pour faire de la couture, pour faire des travaux de précision, minutieux, pour aller relire des petits textes, des textes juridiques ou autres. Ça peut aussi être utilisé. Donc ça n'est pas qu'un appareil basse vision au sens, on va dire, médical du terme, ouais. Mais c'est un appareil tout simplement d'agrandissement de vision pour tout le monde en fait. Dont tu t'es rendu compte, dont tu parlais tu as fait une étude de marché, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est pas un marché de niche, que en fait peut-être qu'il le présentait comme ça aussi pour minimiser un peu peut-être aussi la volonté d'innover ou de mettre des barrières à l'entrée en disant bah voilà, mais toi tu t'es rapidement rendu compte que ça pouvait concerner beaucoup de personnes. Et là, est-ce qu'il y a eu des modifications à faire par rapport au prototype vraiment de ton père, ou c'était tel quel? Est-ce qu'il fallait amener d'autres choses techniques? Non, alors il y a eu des modifications à faire. La première, elle a été sur le design, c'est-à-dire que les premiers prototypes de papa étaient purement fonctionnels. L'idée pour le commercialiser, c'était d'avoir quelque chose qui soit esthétique. On aime ou on n'aime pas le design, hein. Ça c'est chacun son goût, mais en tout cas j'ai voulu faire un appareil qui soit esthétique et non stigmatisant. Bien sûr. Ce qui permet de l'avoir dans un salon. Là, si tu ne sais pas que c'est un téléagrandisseur, tu ne le vois pas. Ça veut dire que quelqu'un qui vient chez toi et qui ne sait pas que tu es malvoyant ne va pas savoir que tu es en situation de handicap. Ce qui n'est pas le cas d'un téléagrandisseur, hein, pour rappel, qui est quand même vraiment un écran avec souvent une structure en dessous, des boutons qui ressemblent pas à une télé, enfin qui font dire que c'est pas une télé. Donc effectivement, et comme c'est volumineux, on le met souvent dans un salon sur une table, donc effectivement c'est très très visible quoi. C'est très visible. L'autre population, par exemple, qui est concernée par le fait que ce soit un appareil esthétique, ce sont les actifs qui ont une déficience visuelle, basse vision ou autre, mais qui du coup au travail peuvent utiliser l'appareil. Pareil, sur un espace de travail qui est réduit avec ton ordinateur, tu n'as pas forcément la place de mettre un téléagrandisseur à côté, et tu n'as pas forcément envie, quand tu travailles sur un plateau avec 40 collègues, de rappeler au quotidien à tes 40 collègues que toi tu es en situation de handicap. Avec un appareil comme celui-ci, c'est une lampe de bureau, tout ce qu'il y a de plus classique, qui permet aussi de se fondre, et donc c'est pas pour cacher le handicap et avoir honte du handicap, mais c'est plus pour le dédramatiser et en fait ne pas être reconnu comme travailleur handicapé ou voilà. D'accord, ouais.
Ok. Donc effectivement, il y a eu un travail de recherche, d'esthétique, de design, du coup, dans le but de l'adapter à tout le monde. Et aussi ta volonté, pardon je te coupe, mais tu me disais aussi quand je t'ai rencontré, parce qu'on y viendra, hein, l'impression 3D, mais forcément t'avais deux pistes, soit tu optais pour des moules, et là forcément un quantitatif assez important, voilà, créer un moule c'est vraiment pas rien, déjà bon c'est cher, mais ça impliquait aussi peut-être une production à l'étranger, ou voilà, en tout cas forcément aussi un volume important. L'impression 3D tu pouvais déjà le faire pièce par pièce, le faire progresser assez facilement. Une fois que le moule était fait, il n'y a pas de notion de moule, on peut le changer comme on souhaite, et puis surtout tu partais sur une volonté de le faire en local. Est-ce que tout de suite tu as eu cette intuition-là, cette volonté-là, ou ça s'est fait un peu par hasard? Alors en fait la première génération, le premier prototype on va dire fonctionnel dans cette forme-là et dans cet esprit-là date de début 2020. Ok. Donc début 2020, je te rappelle qu'on a eu une petite crise sanitaire. À ce moment-là, moi j'étais déjà en train de chercher des fournisseurs en Chine effectivement pour la faire produire. Donc comme tu viens de le mentionner, avec un moule d'injection plastique qui demande un investissement financier relativement important, qui demande du coup sur la Chine des volumes d'injection aussi assez important. Je devais acheter 5000 pièces à chaque fois que je voulais faire une injection plastique. Ça veut dire un produit qui n'est plus évolutif, parce que même si le marché est de plusieurs millions d'individus, bon, il faut quand même écouler, surtout en démarrage d'activité, 5000 appareils, hein, c'est pas rien. Donc c'est vrai qu'il y avait cette première problématique. Et puis effectivement, le Covid étant passé par là, l'option de produire en Chine a été complètement balayée, on va dire. J'aurais pu toujours envisager une injection plastique en France, où là j'aurais eu moins de problèmes de quantité, mais j'avais des moules qui coûtaient 2 fois plus cher. D'accord. Donc qui représentaient un investissement aussi conséquent, avec toujours la contrainte de ne pas pouvoir faire évoluer le produit. Ouais. Quand j'ai commencé à contacter des plasturgistes au début et que j'ai donné mon design, on m'a demandé de changer mon design en me disant il n'est pas adapté à l'injection plastique. D'accord. Alors qu'avec l'impression 3D, même si on peut optimiser les Pour quelle raison, juste pour savoir, qu'est-ce qui leur posait problème dans... En fait, l'injection plastique, c'est un moule, donc tu as un moule supérieur, un moule intérieur, et il faut que ça s'emboîte et que ça puisse se déboîter. Donc si tu as des retours de pièces, soit tu rajoutes des moules, soit tu... Donc il fallait juste un design différent pour que ça puisse s'emboîter comme une coque. Voilà. Okay. Et en fait, j'étais déjà parti sur un design qui me plaisait, et je voulais pas être contraint par la contrainte technique de fabrication. Je préférais que la fabrication s'adapte à ma contrainte esthétique et fonctionnelle. Sachant que tu avais aussi une autre contrainte, j'imagine, par rapport à toute la genèse que tu évoquais tout à l'heure sur le prix notamment. Ta volonté, c'était pas d'arriver à un prix public de 5000 €. J'imagine que l'enjeu aussi, c'était éventuellement de rendre accessible aussi cette aide technique. Oui, je tenais absolument à ce qu'elle reste effectivement dans une enveloppe raisonnable de coût, une enveloppe qui soit dans la mesure de l'enveloppe finançable par la MDPH, de manière à envisager que certains clients puissent se faire financer intégralement l'appareil. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai effectivement un client qui la semaine dernière s'est fait acheter complètement l'appareil par la MDPH. Donc c'est possible. D'accord, il y a des aides financières. Il y a des aides financières. J'ai une autre cliente qui s'est fait financer intégralement par sa mutuelle. Okay. C'est possible aussi. Ça veut dire passer par un devis, enfin voilà. Voilà, ça veut dire passer par un devis, ça veut dire contacter les organismes avec lesquels le patient est en contact pour voir s'ils sont éligibles. Ouais. Mais en tout cas, c'est une enveloppe financière qui permet de le faire. Okay. Là où un appareil à 3 ou 5 000 € ne permet pas de le faire systématiquement, et en tout cas pas sur l'intégralité du montant. Bien sûr, en plus. Ok, donc il y avait à la fois la contrainte de design, la contrainte budgétaire. Est-ce qu'il y avait d'autres contraintes au début, là, au tout début, quand tu avais le prototype et que tu commençais justement après l'étude de marché à enquêter pour la fabrication? Oui, en fait, là c'est plus un aspect, on va dire, éthique. C'est très vite quand j'ai balayé l'option de faire fabriquer ça en Chine, j'ai voulu que le produit soit le plus responsable possible en termes éthiques. C'est un produit pour personnes en situation de handicap. C'est un produit qui aujourd'hui est fabriqué en France.
C'est un produit qui demain devrait être fabriqué par des personnes en situation de handicap. D'accord. Je n'ai pas assez aujourd'hui de vente pour pouvoir justifier de mettre en place une production dans les ateliers protégés, mais il va de soi que très rapidement, c'est ce qui va être fait. Donc on va continuer à gérer l'impression 3D, le design du produit, mais tout ce qui est assemblage, conditionnement, expédition sera fait par des personnes en situation de handicap, de manière à aussi continuer à faire tourner cette économie. Et le dernier volet, c'est que sur chaque appareil, il y a un don associatif qui est fait à des personnes en situation de handicap aussi. Visuel, handicap. Non, alors là en l'occurrence pas visuel, parce que voilà, la jeunesse du projet fait que à l'époque j'avais un associé qui a une fille qui a un handicap lourd, et donc le don se fait à cette association-là, mais ça peut évoluer, ça peut changer d'association au cours du projet, mais en tout cas il y a aujourd'hui 8,50 € qui sont versés par appareil. Par appareil, ok. Ok, super. Alors justement, si on rentre un peu dans le détail du produit, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche, de quoi c'est composé, enfin, sauf si c'est, je me rends pas compte dans quelle mesure sont des détails un peu touchy, enfin compliqués à énoncer en vidéo ou pas du tout. Par quoi c'est, voilà, effectivement, qu'est-ce qui vient de Chine? Tu évoquais quand même, il y a de l'approvisionnement de Chine sur cet appareil. Oui, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Il y a de l'électronique dedans, donc l'électronique vient de Chine aujourd'hui. Ouais. Ça peut aussi amener à évoluer, parce que le but étant de le produire de plus en plus domestiquement. Donc la partie électronique aujourd'hui vient de Chine, mais tout ce qui est programmation, software, assemblage est fait ici, tout ce qui est plasturgie est fait ici. Ok. Donc en termes de fonctionnement, on est sur un appareil qui se veut simple, hein, comme je te le disais, donc il n'y a que 3 boutons ici. Ouais. 3 boutons en façade qui ont un code couleur bleu, blanc, rouge, de manière à rappeler le Made in France et de manière aussi à permettre à une personne en situation de basse vision de ne pas avoir besoin de voir les couleurs une fois qu'il a mémorisé que c'était le drapeau français. Oui, il a mémorisé les boutons. Donc même s'il n'a pas la capacité de voir les couleurs, le positionnement des boutons est assez clair. Okay. Le bouton rouge, c'est allumer et éteindre, et il ne sert que à ça. Okay. Et ensuite, on a un bouton bleu qui est pour l'autofocus. Okay. Et un bouton blanc qui est un bouton optionnel, donc qui n'est même pas utile pour tout le monde, qui permet de pouvoir passer sur des filtres de contraste élevé ou rajouter une ligne rouge à l'écran qui permet de pouvoir suivre la lecture. D'accord, donc très peu de boutons, enfin en tout cas assez peu de boutons, tout ce qu'il faut, mais voilà, 3 boutons assez simples qu'on a en tête. Si tu veux mon avis, il y en a 2 de trop, mais je pouvais pas le simplifier plus que ça. Ok, voilà. Ok, donc tout de suite pour ton père, c'était assez simple. Dès le départ sur le prototype, tu avais 3 boutons comme ça aussi. Le premier prototype avait un bouton. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai dû en remettre, parce que un seul bouton complexifié en fait. Déjà le on-off isolé, c'est déjà très bien quoi, de pouvoir savoir qu'on l'éteint, voilà. Et donc là évidemment elle est pas branchée, hein, la télescope n'est pas branchée, mais sinon ça marche sur secteur, hein, c'est pas une batterie, c'est sur secteur. C'est pas une batterie, voilà, tout à fait. En termes de câble, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut un. Alors elle est fournie avec un câble HDMI que tu branches du coup sur ton écran de télé ou sur un écran d'ordinateur. Ok. Et quand je te dis écran d'ordinateur, attention, on ne parle pas d'ordinateur portable. Il y a une incompréhension par moment, donc l'ordinateur portable est un ordinateur. Ici, Théiascope est un ordinateur aussi, donc on ne branche pas un ordinateur sur un ordinateur. Okay. Donc on branche Théiascope sur un écran. Sur un écran. Qui soit de télé, ça pourrait presque être un rétroprojecteur aussi. Ça peut être un rétroprojecteur, donc on a équipé papa à un moment donné d'un vidéoprojecteur effectivement, qui permettait à papa d'avoir un écran avec une diagonale de 6 mètres de large, mais qui a l'inconvénient de fatiguer les cervicales. Ok. Voilà, donc on est redescendu sur des écrans plus petits, plus raisonnables. L'idéal, c'est un écran de jeu vidéo, donc les écrans horizontaux qui permettent de ne pas agrandir sur la hauteur, parce qu'on a besoin d'avoir une ligne de lecture, ou 2 lignes de lecture, ou 3 lignes de lecture, mais on n'a pas besoin d'avoir tout le pavé. Donc ça lui permet d'avoir de la diagonale assez large, sans occuper trop d'espace sur le bureau, ou on peut le brancher sur l'écran de télévision, ce qui permet à quelqu'un qui doit s'équiper de ne pas avoir besoin d'aller investir tout de suite dans un autre écran. Il prend l'écran de télévision. D'accord, ok. Du coup, tu branches ça sur un écran de télévision de 55 pouces par exemple. 55 pouces, c'est un bel écran, mais c'est l'écran standard que tu trouves aujourd'hui dans tous les magasins d'électroménager. Tu es sur un zoom, un agrandissement qui va jusqu'à 600 fois.
Ok. Ça veut dire qu'une lettre qui fait 1 mm sera agrandie à... tu m'as dit 600 fois à 6 cm. Voilà. Ok, ouais, donc ce qui est énorme, hein, 6 cm, c'est... D'accord, mais du coup, là, forcément, avec un effet loupe quand même, qui fait que on réduira quand même le champ de la page, nécessairement. Alors on réduira le champ de la page. C'est pour ça que cet appareil est intéressant. Contrairement à un téléagrandisseur qui a un écran d'une taille correcte, mais déjà réduite, c'est que nous, on part sur des écrans plus grands. Comme ça, tu n'es pas obligé d'aller chercher le zoom sur tout ton écran. Tu peux garder de la largeur. D'accord. Ce qui permet de pouvoir garder justement au moins la ligne de lecture. Voilà. Okay. Parce que le problème en basse vision, attention, tout ce que je te dis, je te le dis sans caution médicale. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ophtalmo. Ouais, bien sûr. Je te parle de technique. Hein. Ouais. Donc, quelqu'un qui est atteint de basse vision va naturellement, au début, essayer d'agrandir au maximum. Il va commencer avec des loupes, et il va aller regarder le plus près possible. Et là, il va perdre l'habitude que toi tu as, que moi j'ai, de laisser ton cerveau deviner le mot. Tu as déjà fait certainement des exercices sur Internet où on te montre des mots avec les lettres complètement inversées et où tu te rends compte que tu es tout à fait capable de le lire. C'est parce que tu n'as pas besoin de déchiffrer pour lire. Quelqu'un atteint de basse vision, à partir du moment où il ne peut plus faire confiance à son cerveau, qu'il est obligé d'aller se concentrer sur 2 lettres ou 3 lettres. Parce que sinon il ne les voit pas. Sinon il ne les voit pas, il se met à déchiffrer. Ça rend la lecture beaucoup plus fastidieuse, beaucoup plus fatigante, et du coup il est effectivement en mode déchiffrage. Ça veut dire qu'après avoir lu 3 mots, il ne sait plus ce qu'il a lu au début. Oui, évidemment, parce qu'il est concentré sur la lecture voilà. actuelle. Ouais, d'accord. Et donc tout l'avantage d'un appareil comme celui-ci, c'est bien de pouvoir reprendre de la hauteur sur ton texte, dans une certaine mesure. Hein. Tu vas pas avoir 50 mots alignés parce que sinon tu n'as plus agrandi suffisamment, mais tu vas avoir quand même des briefs de phrases qui va permettre de pouvoir refaire confiance à ton cerveau. Okay. Je vais te donner un exemple. J'ai une cliente qui, il y a quelques années, au début, une de mes premières clientes qui est venue acheter l'appareil. D'ailleurs, elle se l'est fait rembourser complètement par sa mutuelle. Elle est venue 3 fois faire des démonstrations au bureau. Tu peux me dire un peu, évoquer l'âge par exemple, la pathologie, oui, alors c'était, pour se projeter. C'est une dame qui est assez âgée, elle devait avoir, assez âgée, tout est relatif, hein, elle devait avoir entre 75 et 80 ans quand elle est venue. Elle est venue avec sa fille qui l'a accompagnée. C'était, sauf erreur, c'était une cataracte et un glaucome. Mais bon, je suis plus certain de la pathologie, donc je ne veux pas te dire de bêtises. Donc elle est venue au bureau et elle a commencé à déchiffrer. Cette dame ne lisait plus. C'était quelqu'un qui aimait lire, mais ça faisait déjà 3-4 ans qu'elle ne lisait plus. Elle déchiffrait avec sa loupe une boîte de médicaments, un programme télé. Oui, et c'est pour vivre quand même. Pour vivre, voilà. Donc sa fille l'a emmenée au bureau et on a fait une première démonstration. Malheureusement, quand elle est venue, elle s'attendait à avoir une solution miracle qui allait lui rendre les yeux, qui allait lui rendre la vue. C'est souvent aussi l'erreur que les gens font, donc elle a été d'abord très triste. Très triste en essayant l'appareil, et puis elle a commencé effectivement à déchiffrer. C'était une séance très douloureuse, hein. Pour elle, elle est restée une demi-heure, elle a pleuré. D'accord. Elle était fatiguée. Elle avait déjà fait, tu sais si elle avait déjà essayé d'autres produits Non, c'était la première fois qu'elle essayait un appareil. Et c'est sa fille qui avait pensé à toi, Et c'est sa fille qui m'avait trouvé sur Internet et qui avait pensé à moi, effectivement. Et donc, elle a commencé à essayer de déchiffrer, donc elle avait beaucoup de mal, donc du coup très fatigante, parce qu'elle avait perdu complètement l'habitude. Donc au bout d'une demi-heure, elle était exténuée, avec, je t'en passe, donc le caractère émotionnel de l'exercice. Et donc elle est repartie chez elle. Elle est revenue quelques jours après, avec sa fille, qui a voulu retenter un deuxième essai. Cette fois, cette dame est restée à lire pendant 1 heure. Ok. Toujours à déchiffrer. À la fin de l'heure, elle était fatiguée, mais moins que la fois d'avant. D'accord. Et il y avait un petit peu moins d'émotion parce qu'elle était passée au-delà de la première surprise de dire « je ne vais pas récupérer mes yeux ». Bien sûr, évidemment. Voilà. Donc l'exercice était déjà plus concluant, mais elle était toujours à déchiffrer, donc très très difficile.
Et puis elle est revenue une troisième fois. Ah oui. Et cette troisième fois, ce qui était passionnant, et d'ailleurs sa fille qui était à côté a filmé pour envoyer à ses frères et sœurs pour convaincre toute la famille qu'il fallait l'équiper, c'est que cette dame lisait devant nous, elle lisait un mot, elle s'arrêtait, elle disait « là, je ne le vois pas, mais j'imagine que c'est ce mot-là ». Et puis elle continuait, puis elle s'arrêtait, elle disait « là, je ne le vois pas, mais j'imagine que c'est ce mot-là ». Là, je ne le vois pas, mais j'imagine que c'est ce mot-là. Et en fait, elle lisait. C'est juste qu'elle ne faisait pas confiance à sa capacité cérébrale de deviner les mots, parce que les lettres étaient devant elle, mais en fait elle avait tellement pris l'habitude de déchiffrer pendant plusieurs années que... Elle ne se faisait plus confiance, alors une sorte de... Voilà, une non-confiance dans le déchiffrage, alors qu'en fait elle déchiffrait. Et donc effectivement, elles sont sorties avec l'appareil, et... D'accord. Et d'accord, elle était capable de lire. Elle était capable de lire. D'accord. Et donc t'évoques aussi le fait que il y ait comme un peu une rééducation, c'est-à-dire qu'au début c'est quand même c'est assez laborieux. Voilà, il y a une rééducation comme tout équipement. Toi ici, tous les équipements d'aide que tu vends, les gens doivent apprendre à l'utiliser. Certains appareils, c'est plus difficile que d'autres. Évidemment. Quelqu'un qui va utiliser un fauteuil roulant pour la première fois va devoir apprendre à le manipuler. Et ben là, il faut apprendre, effectivement. Et puis, les yeux et le cerveau, ce sont des muscles, et il faut les rééduquer. Si l'œil n'a plus l'habitude de lire et si le cerveau n'a plus l'habitude de déchiffrer, pas de déchiffrer, mais de composer le texte, eh ben, il faut le réhabituer. D'accord. Donc là, pour revenir sur la composition du produit rapidement, donc à l'intérieur il y a quoi? Une carte, sans rentrer trop dans les détails, mais on va simplifier, on va dire que c'est un ordinateur. Voilà. Ok, un ordinateur avec des rotules que tu peux orienter pour régler comme une lampe en fait de bureau. Voilà, c'est ça. Tu positionnes la lampe de bureau alors sur l'esthétique que tu veux, mais aussi pour positionner un niveau de zoom. C'est-à-dire qu'ici, on n'en a pas parlé, tu as ce que moi j'appelle l'œil. Ok. Qui est une caméra en fait, qui est une caméra, voilà. Okay. Tu as une lumière et tu as une caméra. Donc c'est un iris, comme ton œil, tout simplement, qui lui est orientable. Okay. Avec une petite bague qui est ici, qui te permet de positionner l'appareil où tu le désires sur le bureau. Les premières générations n'étaient pas orientables, par exemple. Donc on était obligé de les poser devant nous, ce qui a un problème d'encombrement sur l'espace de travail. Ici, tu vois, on le met ici. En tournant la bague face à moi, je vais pouvoir lire ici, sans avoir besoin d'avoir l'appareil déplacer ou de déplacer le... Ouais, d'accord. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir garder mon écran devant moi et l'appareil sur le côté, ce qui va être très agréable et très confortable. Et donc effectivement, ici il s'oriente, donc je choisis le niveau de hauteur qui me convient pour pouvoir avoir une lecture optimisée et confortable, mais aussi si je veux manipuler les choses, si je veux écrire. Il va de soi que là je suis trop bas, le stylo ne passera pas. Donc c'est pas grave, je positionne mon appareil plus haut. Ce qui aussi n'est pas possible sur un téléagrandisseur. Un téléagrandisseur, tu as l'écran et la caméra derrière. Si tu passes ton stylo, tu ne vois plus ta main. Donc ici, tu peux positionner ta main. Sans être gêné par l'œil. Sans être gêné par l'œil. Tu peux aussi, du coup, sortir un tricot, sortir une broderie, sortir du tissu et commencer à coudre. Tu vas pouvoir agrandir les mailles du tissu, le chat de l'aiguille. Ça aussi, c'est possible. Pour faire de la maquette, par exemple, c'est possible aussi. Ou alors... Je l'ai fait tester à ma maman qui elle, n'est pas malvoyante, mais bon, elle a un certain âge aussi, donc la vue baisse. Elle fait beaucoup de puzzles. Le puzzle, elle passe la pièce sous le puzzle, du puzzle sous la liseuse. Oui, pour vérifier. Oui, d'accord. Et elle voit le détail de la pièce du puzzle, et donc elle arrive aussi à compléter son puzzle grâce à ça. D'accord. Alors justement, là, si on parle en termes d'usage, parce qu'on est en plein dedans, tu as déjà vendu plusieurs pièces, tu as un peu plus de recul là, tu t'évoquais donc 2020, le début du prototype, etc. Donc 3 ans après, est-ce que tu arrives à bien identifier le profil type des clients potentiels pour Teleiascope, quel type d'activité, pour quel type d'activité ils l'utilisent? Est-ce que c'est un usage tous les jours? Est-ce qu'il y en a, c'est une fois, je sais pas, par mois? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'en servent tout le temps? Et puis aussi, comment ils le gèrent au quotidien? Est-ce que c'est sur une table, voilà, il la laisse pour une table, enfin le produit sur une table en permanence? Est-ce qu'il le déplace? Il est nomade parce que c'est très facile à déplacer. Voilà, ça fait plusieurs questions. Désolé. Oui, ça fait plusieurs questions effectivement. Donc on va essayer d'y répondre dans l'ordre. Alors d'abord en termes de profil d'utilisateur, les utilisateurs actuels aujourd'hui de Teleiascope vont de 4
à 90 ans. Ok, tu as déjà vendu à des enfants de 4 ans. Voilà. Ok. J'ai un modèle pour enfants qui, lui, a des empiècements de briques, pour ne pas nommer une certaine marque non plus. Oui. Voilà, qui permet, et qui est dans une couleur fluo, donc jaune, vert fluo, bleu, l'avantage rose, de voilà, l'imprimante 3D. Qui est l'avantage de l'impression 3D. On fait les couleurs qu'on veut. On fait les couleurs qu'on veut, et éventuellement, on pourrait envisager de le personnaliser aussi en termes de forme, dans une étape ultérieure. Ouais. Donc là, j'ai effectivement l'empiècement de briques pour l'enfant qui permet de le poser sur son bureau, qui permet de pouvoir le personnaliser en mettant des petits personnages, et ça rend le produit un peu plus ludique, et ça se noie un peu plus encore. Ce que tu évoquais tout à l'heure, carrément comme une lampe de bureau, tout à fait. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour les tranches d'âge, et donc on va effectivement jusqu'au senior. Ok. Donc t'as pas de profil type vraiment marqué, c'est assez un éventail en tout cas sur l'âge, assez divers. Voilà, du coup quand tu as dit ça, tu as bien compris qu'on ne parle pas des mêmes pathologies visuelles. Oui, j'imagine. Voilà, la DMLA pour les seniors, l'enfant je ne sais même plus quelle est sa pathologie parce que, à nouveau n'ayant pas de caution médicale, je ne cherche pas forcément à savoir de la part de mon utilisateur quelle est sa... Ouais, tu raisonnes à l'usage en fait. Je raisonne à l'usage, voilà, ça ne me regarde pas sa pathologie visuelle à proprement parler. Donc, voilà, ça couvre quand même beaucoup de pathologies de basse vision. Et ensuite, tu as soit au domicile, ce qui est le cas de l'enfant, ce qui est le cas de certains seniors en maintien à domicile, où là, je préconise d'avoir un bureau ou une table de lecture dédiée. Ok. Pour quelle raison? Tu l'as dit toi-même, il est mobile, hein, il pèse 2 kg, tu peux le bouger. Ça reste un appareil qu'on ne va pas s'amuser à régler sans arrêt. Une fois que j'ai positionné mon confort de lecture, je n'ai pas besoin de bouger. Si je le mets sur la table à manger, que je le déplace, que je le mets, je vais avoir peur de le casser. Mais sachant qu'en plus, il va avec un écran, on le rappelle. Hein, il ne peut pas être utilisé tel quel. Il est associé à un écran. Il est associé à un écran. Donc effectivement, on a choisi l'emplacement de l'écran. Donc à un moment donné, on se met à un endroit de lecture confortable. Et puis c'est ton troisième œil, j'ai envie de dire. Donc tu l'allumes le matin et le réflexe, c'est j'ai besoin de dire quelque chose. Je passe dessous, je regarde. C'est pas. Bien sûr. C'est pas je vais monter. Enfin Je vais le sortir du carton, l'installer, le positionner. Ce qui d'ailleurs, ça me fait penser à un exemple aussi. J'ai d'autres clients qui m'ont acheté ça après avoir acheté certains téléagrandisseurs ou certaines tablettes qui étaient pliantes et en fait qui sont jamais sorties du carton. Parce que on leur vend quelque chose justement qui n'est pas encombrant, qui est pliant, que tu peux mettre dans une sacoche, que tu peux mettre, qui se range. Et une fois que c'est rangé dans le placard, en fait, la personne ne le sort pas. Donc, pour pouvoir lire, il faut que ça soit accessible. Ok, donc quelque chose de dédié. Toi, tu conseilles quelque chose vraiment. Donc moi, je conseille une table stable, dédiée, sous laquelle je peux laisser mes papiers, je peux laisser un crayon, je peux laisser mon tricot. Enfin, suivant l'usage que je veux en faire ou les usages que je veux en faire. Et c'est mon espace. Une table comme celle-là, elle est parfaite. En fait, parce que du coup, tu peux avoir tes différentes activités, tu vois, autour. Est-ce qu'il faut une lampe supplémentaire en termes d'éclairage? Est-ce qu'il faut l'associer à, je sais pas, à être près d'une fenêtre pour avoir une luminosité naturelle? Alors, ça dépend naturellement de la pathologie de la personne. Ok. Tu as des pathologies visuelles qui ne supportent pas la lumière trop brillante, donc être près d'une fenêtre, ce n'est pas l'idéal. Ce qui est le cas de la DMLA, par exemple, une fenêtre éblouie. Donc si tu as une fenêtre, tu vas avoir un rideau et tu vas avoir une pièce relativement sombre. Tu as d'autres pathologies visuelles qui ont besoin justement d'avoir plus de lumière. Donc ça, c'est vraiment à chacun d'adapter son environnement pour pouvoir effectivement voir le mieux. Donc il peut être nécessaire dans certains cas d'avoir une deuxième source de lumière à côté. D'accord, de type LED un peu blanche. Mais sachant que la télescope elle-même on le voit un peu là, a une lumière naturelle. Enfin, je dirais. Voilà, elle a déjà une lumière, donc, qui dans 90% des cas suffit largement. Ouais, bien sûr. Et alors après, en termes d'activité, donc tu disais que c'était de 4 à 99 ans. Les gens s'en servent pour quoi, hein, tu vois, tu parlais d'enfants. Donc voilà, donc je parlais à domicile d'abord. Oui, pardon. Excuse-moi, je reviens. Donc je parlais à domicile. Tu as ensuite des actifs qui l'utilisent sur le lieu de travail. Donc pour lire des tableurs, pour lire des documents. Et donc là, ça sert pour travailler. Professionnellement, professionnellement parlant. Voilà. Donc on peut avoir l'enfant des devoirs, du dessin, l'actif pour travailler,
On peut avoir pour du loisir, donc de la couture, je l'avais dit, de la broderie, du puzzle, ça peut être à domicile. Et ensuite, on a le senior en maintien à domicile, où là, c'est plus pour pouvoir aller lire éventuellement les emballages de plats cuisinés, les notices de médicaments, les ordonnances, un courrier du médecin, un courrier d'assurance, remplir un courrier d'assurance ou un formulaire, ça peut être le cas aussi. Donc assez administratif finalement. Assez administratif. Mais aussi des jeux, des sudoku, des mots croisés. Qu'est-ce que j'ai eu comme exemple aussi dernièrement? Est-ce que c'est forcément, le programme télé, c'est forcément lié quand même à la lecture? Je veux dire, à aucun moment, tu parlais du monde professionnel, c'est pas utilisé, je sais pas, t'as pas vendu à des écoles, pour projeter quelque chose, montrer un objet, ou je sais pas, non, c'est vraiment, c'est plutôt lié à des problèmes de vue, hein. C'est plus pour un problème de vue. Ça peut être utilisé pour projeter un objet, hein. Aujourd'hui, c'est pas la cible que je vise principalement, parce que si on est valide, une caméra fait le travail. Oui. Tout l'intérêt d'avoir cet équipement, c'est effectivement de pouvoir pallier un handicap quand même. Par contre, effectivement, là où mes concurrents se focus principalement, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, principalement sur la lecture. Ici, on n'est pas que sur la lecture, on est sur l'écriture, on est sur le dessin, on est sur le loisir créatif, on est sur un spectre beaucoup plus large. Tout à fait. Il a été vendu aussi en entreprise pour faire de la relecture de packaging. Quand tu imprimes des boîtes de carton ou des étiquettes, là pour aller regarder effectivement tes documents, regarder la précision du grain, ça fonctionne. Ok. D'accord. Est-ce que tu as des niveaux, aujourd'hui tu as des gammes chez Telescope, est-ce que tu as t'as des niveaux de zoom, t'as des lampes plus ou moins, qui grossissent plus ou moins? Est-ce que tu as un modèle? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui on a ce modèle-là en termes de taux d'agrandissement. On a dans les cartons d'autres modèles qui vont arriver dans les prochains mois et années, avec des options d'agrandissement qui seront différentes. L'appareil sera certainement malheureusement un peu plus onéreux. C'est pour ça que pour l'instant la focale elle est de vendre cet appareil-ci pour être le plus accessible possible. Rappelle le prix de la Telescope là, ce modèle-là. Ce modèle-là, donc il est vendu à 1 190 € prix public. TTC, TTC. Et là, il y en a un. Il y a un modèle, alors tu évoquais avec des couleurs différentes, etc. Mais en termes de fonctionnalité, il y a un modèle. Il y a un modèle. Alors, un petit détail qu'on n'a pas précisé, je vois que tu as la souris ici. C'est qu'effectivement, l'appareil est fourni avec une souris. C'est une souris d'ordinateur, tout ce qui est de plus classique. Sans clic. Tu veux dire celle-ci a une coque sans clic, mais elle a du clic. Tu peux l'avoir avec le clic, c'est pas le problème. C'est une souris tout ce qu'il y a de plus classique qui se branche en USB derrière. Et qui permet d'utiliser la molette ici pour agrandir. Zoomer et dézoomer. Pour zoomer, c'est-à-dire qu'une fois que le document est positionné ici, je ne bouge plus parce que c'est avec ma télécommande que je vais pouvoir, depuis le fond de mon fauteuil, dézoomer. C'est-à-dire que je peux positionner par exemple dans mon salon, ça c'est un autre usage, sur la table au-dessus de moi, je positionne mon appareil, j'ai mon livre sur les genoux. Et alors je lis la télé là-bas. Et je lis sur la télé. D'accord. Et j'ai besoin de reculer un peu pour avoir la vue d'ensemble, pour laisser mon cerveau... Oui, tu touches pas à la... Je ne touche plus à l'appareil. D'accord. J'ai les mains libres, je ne touche pas à l'appareil, j'ai mon livre, je tourne les pages tranquillement. Et effectivement, je recule ou je rezoome avec la molette. D'accord. C'est une souris filaire, de manière à ne pas la perdre. Pour autant, certains utilisateurs, et je peux nommer mon papa par exemple comme exemple, préfèrent une souris sans fil. C'est une souris du commerce, donc il suffit d'acheter n'importe quelle souris et de la changer. C'est-à-dire que demain, je la fais tomber, je la casse, je n'ai pas besoin d'appeler Teyascope en SAV et de commencer à acheter un accessoire onéreux de remplacement. Je vais acheter n'importe quelle souris ou je prends celle qui me reste dans un tiroir à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe quand je clique? Il n'y a pas de fonctionnalité. Il n'y a pas de fonctionnalité. Donc peu importe... Donc peu importe la souris. D'accord, donc ça c'est pour zoomer et dézoomer. Et
Qu'est-ce que j'allais dire? Après, oui, donc là, les câbles, t'as le secteur, l'HDMI et la souris. Ok, d'accord. Et après... Alors après, il y a quand même des options récentes. Et là, c'est scoop parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en discuter encore. D'accord. Donc, Okay. nous vendons maintenant un kit HDMI sans fil. Ok. Qui permet, si l'appareil est là et que j'ai mon téléviseur à 3 mètres, de ne pas avoir besoin d'un câble pour faire le tour du salon. Ouais. Tu auras toujours le secteur, forcément. J'aurai toujours le secteur, mais je peux passer maintenant ma projection HDMI sans fil. C'est beau, d'accord. Ce qui est donc une belle amélioration du produit. Et dans cette lignée-là, on a prévu aussi un appareil spécial pour le voyage et pour les hôtels. Donc qui est le même que celui-ci, mais qui n'a plus de HDMI filaire du tout. Okay. Il a le kit sans fil intégré dedans, et donc on a juste effectivement une deuxième prise à brancher sur la télé, ce qui permet aux hôtels par exemple de s'équiper et de pouvoir mettre dans des chambres PMR à la demande d'un client en situation de basse vision, qui permet de pouvoir avoir un appareil pour pouvoir lire. Je suis malvoyant, je voyage, je n'ai pas forcément mon appareil, je ne déplace pas mon téléagrandisseur, je vais dans un hôtel. Si l'hôtel est équipé de ce modèle basse vision, il suffit de demander à la réception, au concierge de me le mettre dans la chambre et je peux continuer à lire depuis ma chambre d'hôtel. Et en quoi tu ne proposerais pas ce produit finalement juste comme étant une évolution du télescope? C'est plus cher Alors je le propose, du coup il est accessible, c'est pour ça que c'est le modèle hôtel ou voyage. Ok. Parce que c'est un modèle effectivement qui est fait pour pouvoir déplacer en fait. L'intérêt c'est justement de pouvoir avoir ta prise à distance. Il est vendu dans une valise de voyage. Donc quelqu'un qui va sur une résidence secondaire ou qui va régulièrement chez ses enfants ou autre peut l'acheter avec la valise de voyage, okay. Une valise de type plastique avec des roulettes, et donc on peut prendre le train avec, on peut... Ok. Super. Est-ce que là, personnellement, enfin, comment, est-ce que tu imaginais cette aventure telle quelle parce que là, 3 ans quand même, il a dû se passer pas mal de choses. Est-ce que tu es satisfait des ventes? Quels sont les premiers retours? Ouais, comment tu vois les choses là aujourd'hui après 3 ans d'activité avec la télescope? Alors de façon très positive, je m'attendais pas à ce que les clients soient aussi contents, effectivement, alors c'était le but, hein, mais soient aussi contents. Je n'ai pas de retour aujourd'hui de SAV, okay. Ce qui est quand même aussi important quand c'est un produit que l'on a conçu qui est lancé, ouais. de façon un peu artisanale. Tout à fait. Donc c'est déjà ça. J'ai énormément de clients qui me disent « Merci monsieur, enfin un appareil que je peux m'offrir ». Oui. Ça vaut tout l'or du monde pour moi. Ouais, parce qu'on parle de 5 fois moins pour certains, 5 fois moins cher hein, à ce prix-là, ouais, carrément. Voilà, parce que quand on parle de niche, c'est aussi parce que c'est inaccessible. Donc le fait de le rendre accessible permet à des gens de s'équiper là où ils ne l'auraient pas fait. Donc voilà, je suis très content. Après, le développement commercial prend du temps, hein, comme tout. Donc on espère que ça s'accélère. On a quelques beaux partenariats, entre autres avec vous, et on a des partenariats avec d'autres enseignes. On a référencé au mois de décembre une chaîne d'opticiens, pareil je ne nommerai pas parce que c'est pas le lieu, mais donc qui a 2500 opticiens en France, okay. Donc potentiellement il y a 2500 opticiens chez qui on peut aller le chercher. Alors ouais, justement j'allais y venir. Toi dans la démarche d'achat, dans quelle mesure l'essai est indispensable? Est-ce que tu as eu des clients qui l'ont acheté comme sur TousErgo en ligne sans test, hein, juste parce qu'on le montrera pendant la vidéo, mais voilà, on a des démos, on peut voir l'usage de la télescope sur YouTube, etc. Donc on peut se projeter peut-être en disant ou selon toi c'est vraiment important. On va parler de chiffres, ça représente un peu plus. J'ai 10% de mes ventes qui se font sans test. Ok. Voilà. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup. En fait, c'est un appareil qui est très simple d'utilisation, très simple d'installation. Donc si la personne est accompagnée, soit est jeune, soit est accompagnée de quelqu'un de valide, elle n'a pas besoin de se faire
ultra conseillé pour pouvoir l'installer. Après, il y a le test, effectivement, de voir si le niveau d'agrandissement suffit. Mais pareil, je dis 10% qui se sont équipés sans l'avoir essayé et qui ne me l'ont pas renvoyé. Donc, ouais, ok. Donc c'est envisageable parce qu'à la fois dans la mise en place, mais aussi certaines personnes sont capables de se projeter tout de suite, de se rendre compte que c'est fait pour eux, quoi. Voilà. En fait, c'est rassurant. Et surtout, là on va parler des personnes âgées surtout. Ouais. C'est rassurant pour la personne âgée de l'essayer. Okay. Les jeunes, les plus jeunes, n'ont pas besoin de l'essayer. Okay. Ils s'installent, ils s'équipent et ils savent qu'ils vont avoir une aide et ça leur suffit. Les plus âgés ont besoin d'être rassurés. Et là, je fais un appel du coup à tes clients qui vont voir la vidéo. Mais si vous achetez l'appareil pour un oncle, une tante, un papa, une maman, le rôle de l'aidant, le rôle du prescripteur est essentiel dans l'acceptation de l'appareil. Une personne âgée qui, depuis quelques années, n'a plus l'habitude de lire, même si elle est en désarroi face à la basse vision et à la perte de vue, elle a malheureusement, très souvent, accepté son sort. Et il est important que l'enfant, le petit enfant, qui lui se sent sensibilisé parce qu'il voit effectivement son proche en souffrance, que lui l'accompagne et lui prouve que c'est quelque chose pour lui et que ça va l'aider. Et dans chaque situation où j'ai effectivement un petit enfant qui a poussé son proche à s'équiper, la personne senior est heureuse de s'en servir. Ouais, donc ça passe quand même déjà parfois aussi par un essai en fait, tout simplement. Voilà. Et à l'inverse, est-ce que... Alors, je vais donner un autre exemple sur la simplicité du coup d'utilisation pour quelqu'un qui ne l'aurait pas essayé avant. Ouais. J'ai été faire une démonstration dans une EHPAD il y a quelque temps à Roubaix, pas très loin de notre bureau, l'EHPAD de la Poténerie, ça je pense que je peux le nommer. Donc où j'ai présenté effectivement aux pensionnaires de l'EHPAD, aux résidents, voilà. Et il y a une dame qui ne lit plus depuis pas mal d'années parce qu'elle est quasiment non-voyante. Donc j'ai commencé la présentation et cette dame nous a rejoint plus tard. Ok. Et quand elle est descendue, ses copines dans l'EHPAD nous ont fait « Ah bah c'est une telle qui arrive, elle voit plus, ça pourrait être bien pour elle, mais elle lit plus. » Bon. Et donc cette dame, on l'a installée sur une table à côté. C'est-à-dire que j'avais deux appareils, un sur lequel je présentais à tout le monde sur un écran derrière moi, et j'avais une autre table pour pouvoir manipuler. Et donc pendant que je présentais, vu que de toute façon elle ne me voyait pas avec ses problèmes de vue, ça ne servait à rien qu'elle me regarde, donc je l'ai installée devant l'appareil et devant un écran. Et pendant que je parlais, elle a pris un bouquin, elle a pris la souris, elle l'a positionné, et puis elle a commencé à lire. D'accord. Et là, le directeur de l'EHPAD, les pensionnaires qui étaient dedans, ne m'écoutaient plus à un moment donné. Il le regardait en disant mais c'est pas possible. Et elle déchiffrait, elle lisait quoi. Elle déchiffrait, elle lisait. Et cette dame, à la fin de la démonstration, m'a demandé « Monsieur, vous voulez pas aller faire un tour dans ma chambre pour me vérifier si on peut brancher l'appareil sur mon écran ?» D'accord. Donc tu vois, en termes d'utilisation, et cette dame devait avoir 85 ans dans ces eaux-là, donc très facile, elle n'a pas eu besoin d'explications, de cours ou quoi que ce soit. Oui, la prise en main, elle est facile. La prise en main est facile, et s'il y a un besoin... Et à l'inverse, est-ce que dans quel cas de figure tu sais que le produit n'est pas adapté en fait, soit tu sais que c'est même pas la peine de faire un essai, ou soit pendant l'essai on se rend compte que c'est pas la peine en fait. Quelles peuvent être les raisons? Alors déjà il faut encore être voyant. Il faut, il faut pas avoir une perte totale. Oui, évidemment. On peut avoir une perte partielle, mais sinon pas totale. Du braille. Voilà, sinon c'est du braille. Ça c'est important. Il faut soit s'équiper, soit avoir un écran chez soi qui soit HDMI, qui soit suffisamment récent, et il faut avoir la capacité effectivement à voir l'écran aussi. Donc on n'est pas obligé d'être très loin, on peut se positionner assez proche de l'écran, mais il faut avoir la possibilité de voir. Sinon, dans ces cas-là, c'est pas possible. Sinon, a priori, il n'y a pas de limitation sur...
Ouais, donc ouais, c'est quand même ouvert à beaucoup de. Il y a pas vraiment de barrière à l'entrée d'usage. Ok. Et puis aussi, est-ce que donc tu t'évoquais les EHPAD. Est-ce que tu as été approché par certains EHPAD qui veulent mutualiser, parce que c'est quand même un produit qui est très facile à mutualiser. On pourrait se dire, je sais pas, chaque résident l'utiliserait 1 heure ou 2 heures par jour. Alors voilà, donc je suis en discussion effectivement avec différentes EHPAD pour effectivement équiper de 1, 2, 3 appareils dans l'EHPAD qui soient effectivement tournants. Donc soit tu parlais d'hôtel, mais c'est vrai que ouais. Exactement, d'où l'intérêt de la valise aussi, tu vois. Oui. Et d'où l'intérêt de ne pas avoir de câble HDMI, mais d'avoir une projection sans fil, c'est-à-dire qu'on va juste brancher sur l'écran qui nous concerne le petit fil, mais il y a un câble de moins qui se promène. Ok. Voilà, donc ce modèle que j'appelle hôtellerie, en fait, a cette vocation-là. Et il est plus cher, effectivement, parce qu'il y a la connexion sans fil, parce qu'il y a la valise, parce que voilà, l'appareil coûte plus cher à produire. Ouais. C'est comme un Chromecast un peu, la clé. C'est comme un Chromecast. Ok, ouais. D'accord. C'est comme un Chromecast, mais qui n'a pas besoin d'Internet. Ok, super. Ouais, donc il peut y avoir aussi ça peut être aussi parfaitement adapté pour des, alors au-delà des EHPAD, mais des endroits où vivent plusieurs personnes, pour le mettre en commun aussi. C'est pas un problème, quoi. Tout à fait. Ouais, le réglage se fait très rapidement. Donc oui, effectivement, ça pourrait très bien tourner entre les chambres. Il y a pas de souci. Ouais, carrément. Je sais pas si on a évoqué aussi le financement, hein, tu l'évoquais, des aides, il peut y avoir des aides, des mutuelles, de la mutuelle, de la MDPH, il peut, alors même chez Toussergo, hein, il y a des facilités de paiement, parce que bon, voilà, ça reste plus de 1 000 €. Nous, on a des facilités de paiement aussi. Oui, tu as du 3-4 fois sans frais, effectivement. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est aussi des moyens de rendre accessible le produit. Voilà, je sais pas si tu veux évoquer quelque chose de plus. Tu parlais un peu des évolutions du produit là. Ouais, tu travailles là-dessus, mais en tout cas pour les essais, nous on a un modèle ici au magasin. Voilà, vous avez un modèle ici au magasin. Il y a toujours possibilité aussi sur rendez-vous de faire des essais chez nous à Roubaix aussi. Ouais. En fonction, pardon. En fonction de la situation géographique. Ouais. On est en train d'équiper des ophtalmos, des opticiens en France. Ouais. Voilà. Je ne vais pas tous les nommer, mais on a un cabinet ophtalmique à Albi. Ouais. On a des opticiens à Albi, à Toulouse, à Angers, à Saintes. On a une école de basse vision, donc une école pour malvoyants à Angers. Okay. On commence à avoir des partenariats un peu partout aussi. Pour pouvoir tester sur le territoire. Ok. Et est-ce qu'à l'étranger déjà, tu as des touches où tu n'en es pas là, tu te concentres vraiment sur le marché français, parce que c'est un produit qui peut être universel, je veux dire. Alors on a quelques touches sur l'étranger. C'est pas la vocation aujourd'hui d'aller trop vite, trop loin, parce qu'effectivement il y a déjà de quoi faire ici en France. Ouais, pour autant, on a la possibilité aussi, je te parlais du réseau d'opticiens, donc ils ont 2500 magasins sur la France et Belgique et Luxembourg, donc on est déjà de facto possiblement au Belgique et Luxembourg aussi. Okay. Là pour l'instant on ne les a pas encore mis dans les points de vente là-bas, mais c'est aussi envisageable. Ok, super. En tout cas, on te remercie vachement, Grégory, pour à la fois pour, à mon avis, un produit qui sera super utile à plein de gens. Donc, c'est quand même toujours gratifiant d'avoir conçu quelque chose d'utile au monde et puis aussi d'avoir pris le temps, pour nous, pour tout le monde, d'avoir expliqué ce produit, ta démarche, oui, toute la genèse du projet et puis on a envie de dire longue vie à Teiyascope là dans les prochaines années. En tout cas, Toussergo, on est super content d'être partenaire et puis voilà, on te souhaite bon vent pour la suite. Merci pour cette confiance, merci pour l'accueil et merci pour cette tribune aujourd'hui pour présenter dans le détail le projet. Ouais, bien sûr. Alors, il y aura des vidéos plus précises, parce que c'est vrai qu'on l'a vu visuellement comme ça, mais on mettra des vidéos aussi de plus en précision de l'usage de la Teiyascope avec un livre. Enfin voilà, n'hésitez pas. Il y aura plein de vidéos. Il y a plein de vidéos déjà que tu as faites aussi de l'usage de la Teiyascope en détail. Mais en tout cas, un grand merci. Et puis n'hésitez pas à suivre nos autres vidéos sur YouTube. Et puis à bientôt.